Ce sont des directives ministérielles qui sont extraites des décrets. Très bien. J'aimerais qu'on descende au bas de la page pour se concentrer sur l'article 7. Très bien. Dans cette section, nous voyons à l'article 7 que le titulaire d'un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles de discipline par tous les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas directement de son autorité. Donc, commençons peut-être avec la gendarmerie. Le devoir de faire respecter les règles de discipline, comment est-ce que le commandant supérieur s'assure que ce principe est mis en vigueur? Cet article en lui-même est le fondement des armées, car la discipline fait la force principale des armées. Donc, tout chef, à quelque niveau qu'il se situe, a l'impérieux devoir de faire respecter la discipline. Très bien. Est-ce que nous pouvons aller à l'article 35, s'il vous plaît? Donc, je pense qu'on doit aller 2 pages plus tard. Merci. Alors, monsieur le témoin, l'article 35 qui traite de l'autorité d'un chef, et la deuxième phrase traite du fait que le chef doit exiger de ses subordonnés une obéissance entière et permanente. Alors, de façon concrète, comment est-ce que ce principe est appliqué? En tout cas, pour la gendarmerie, tous les ordres que nous donnons à nos subordonnés doivent être conformes à la loi. Très bien, donc le point de départ pour vous, ce sont les ordres, c'est cela? Absolument. Si nous pouvons aller à l'article, s'il vous plaît, 118, qui se trouve à la page 0137. Très bien. Donc, vous avez la section 4 ici, l'exercice des pouvoirs disciplinaires. Nous voyons que, à l'article 118, tout départ, tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises par un subordonné ou par un militaire placé après lui dans l'ordre hiérarchique, les grades, et selon le cas de lui infliger une sanction disciplinaire ou d'en faire la demande lorsque le militaire ayant commis la faute ne relève pas de son unité. Donc, ce devoir de relever les fautes commises par un subordonné, comment est-ce qu'un commandement peut s'assurer que ce devoir est accompli? La commission d'une faute est physique. Un militaire qui est en retard au travail, c'est une faute. Un militaire qui n'est pas dans la tenue réglementaire est une faute. Un militaire qui fait une procédure qui n'est pas conforme à la règle, c'est une faute. Et le chef a le droit d'observer tout cela et d'appliquer des sanctions, soit par un avertissement verbal, écrit, disciplinaire, ou traduire l'intéressé devant les tribunaux militaires.
Et au sein des forces armées, des FDS, comment un commandant supérieur peut s'assurer de savoir ce qui se passe au sein de ses troupes pour pouvoir mettre en œuvre cet article? Le commandant supérieur de la gendarmerie n'a pas d'action directe sur les forces armées. Mais si un civil venait à se plaindre du comportement d'un militaire, en ce moment, la gendarmerie ouvre une enquête. Nous y reviendrons dans un instant sur la question des enquêtes. J'aimerais finalement qu'on regarde un dernier article, l'article suivant est le 119, qui indique que seules les autorités, ci-après, sont habilitées à statuer sur les demandes de sanctions et à infliger les punitions qui s'imposent. Donc on voit le ministre de la Défense, chef d'état-major des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le commandant d'armée, le chef de corps. Donc, comme ce décret avait été adopté en 1996, je veux juste m'assurer, est-ce qu'il était toujours applicable en 2010? Affirmatif. Très bien. Alors parlons justement des enquêtes, monsieur le témoin. Comment est-ce que la gendarmerie est saisie pour enquêter dans son rôle de police judiciaire et de police militaire? La gendarmerie nationale, dans son rôle de gendarmerie départementale, a des unités qu'on appelle les brigades, qui sont sur l'ensemble du territoire national. Tout citoyen a le droit d'aller à la brigade pour signaler tout fait qui semble lui être préjudiciable. Et en ce moment-là, le gendarme ouvre une enquête, en rend compte, bien sûr, au procureur de la République de la localité. Et l'enquête est ouverte. Est-ce qu'elle peut agir de son propre chef? Répondez la question, s'il vous plaît. Vous venez de nous dire que vous avez une situation ici où un citoyen rapporte une violation ou quoi que ce soit. Est-ce que la gendarmerie peut aussi agir de son propre chef? Oui, dans notre mission de police administrative, à savoir empêcher la commission des infractions, si nous sommes en face d'une infraction, nous sommes obligés d'agir. Et la gendarmerie a compétence pour enquêter des violations commises par les éléments de quelles organisations exactement? Je n'ai pas bien compris le terme d'organisation. Alors, ce sont des violations de qui? La gendarmerie peut enquêter les violations de qui exactement? Des civils, des militaires ou... De tous les citoyens, qu'ils soient militaires ou civils. Et lorsqu'on parle de militaires, est-ce que cela se limite à certaines catégories de militaires? Ou bien est-ce que ça s'applique à tout? Ça s'applique à tous les militaires, y compris de la gendarmerie. D'accord. Et si une violation est commise par un membre de la police nationale, est-ce que cela change quoi que ce soit ou bien est-ce que le même principe s'applique? La police dépend de la police. Si nous sommes informés d'une infraction, nous saisissions la police pour dire voilà, un tel fait a été imputé à un agent de police, à eux d'engager la procédure qui convient. Très bien.
Maintenant, au sein de la gendarmerie, si une violation est commise par un de vos éléments, un des éléments de la gendarmerie elle-même, est-ce que cette information remonte le chaîne de la commandement, et si oui, jusqu'à où? La gendarmerie est un corps fortement hiérarchisé. Vous avez au niveau de la gendarmerie départementale ou territoriale les brigades. La brigade est commandée par un sous-officier supérieur. Au-dessus, vous avez la compagnie qui est commandée par un officier. Au-dessus, vous avez la légion qui est commandée par un officier supérieur. Donc, en cas d'infraction, toute cette hiérarchie est informée jusqu'au commandant supérieur de la gendarmerie, qui en rend compte au ministre de la Défense, concomitamment au procureur militaire qu'on appelle commissaire du gouvernement. Très bien, monsieur le témoin. J'aimerais qu'on passe à la structure de la gendarmerie en l'an 2010. Alors, comme je le disais encore une fois tout à l'heure, nous avons reçu quand même pas mal de preuves sur la structure, donc je n'irai pas dans tous les menus détails, mais commençons donc avec votre cabinet. Donc, vous êtes le commandant supérieur de la gendarmerie. Tout d'abord, votre siège se trouve où en 2010? Au plateau. Et de façon plus précise, où exactement au plateau? En face de la préfecture de police d'Abidjan. Pas loin des tours administratives. Pas loin du ministère de l'Intérieur. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos collaborateurs, vos adjoints au sein de votre cabinet? Comme je vous l'ai dit, nous sommes un corps bien hiérarchisé. De mon temps, il y avait le commandant supérieur de la gendarmerie qui a un adjoint qu'on appelle le commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Et ce commandant en second en 2010, il s'agissait du général Afro, n'est-ce pas? Oui, du général Afro Yao Raphaël, aujourd'hui admis à faire valoir ses droits à la retraite. Vous aviez un chef de cabinet aussi, n'est-ce pas? Affirmatif. J'ai un chef de cabinet qui s'appelait le colonel Adou Donga Deni, encore en activité. Et donc au niveau du commandement, quels sont vos autres collaborateurs, ou bien vos autres adjoints ou associés? Disons, mes collaborateurs, ce sont des chefs de bureau. Alors, sans rentrer trop dans les détails, est-ce que vous pouvez nous dire lesquels vous aviez à l'époque en l'an 2010? Vous avez le chef du bureau des ressources humaines qui gère donc le personnel dans leur notation qui suit leur carrière. Vous avez un chef du bureau organisation emploi qui s'occupe de l'instruction des gendarmes. Vous avez un centre administratif et technique de la gendarmerie, disons, c'est ce bureau-là qui gère toutes les questions de matériel, d'équipement et de finances. Ce sont les principaux. D'accord. Est-ce que vous aviez aussi un chef de bureau du groupement de documentation et de renseignement? Affirmatif. Et bon, son rôle, peut-être que le titre l'indique déjà, mais son rôle précis, c'était? C'est le recueil des informations et du renseignement. Enfin, un renseignement, une information
qui a été vérifié et recoupé devient un renseignement. Et le chef à l'époque, en 2010, c'était? C'était le colonel Niaouré Boglé, aujourd'hui général des brigades, encore en activité. D'accord. J'aimerais qu'on passe aux légions maintenant. Vous avez parlé de ces deux légions, la légion mobile, la légion départementale. Commençons par la légion départementale. Comment est-ce qu'elle est recoupée? Nous avons une légion départementale ou territoriale à Abidjan. Nous avions une légion mobile à Abidjan. Nous avons une légion tout court à Yamoussoukro. Nous avons une légion à San Pedro. Puisque à l'époque, notre pouvoir ne s'exerçait que sur le tiers sud du pays. Donc, si j'ai bien compris, la légion mobile était limitée à Abidjan. Affirmatif. La légion départementale à Abidjan, elle était... qui avait vu à la tête à l'époque de cette légion? C'était le colonel Boli Gabo Girard, qui est aujourd'hui à la retraite. D'accord. Et cette légion départementale à Abidjan, elle était composée de quoi exactement? Une légion, c'est un regroupement de 2, 3, 4 compagnies de gendarmerie. Une compagnie de gendarmerie, c'est le regroupement de 3, 4 et plus de brigades. D'accord. Lors de votre entrevue en 2011, vous souvenez-vous avoir préparé un petit croquis de cette structure de la gendarmerie? Je n'ai pas bien compris la question. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez avoir préparé ou remis aux enquêteurs un croquis ou de la structure de la gendarmerie lors de votre entrevue en l'an 2011? Je ne me le rappelle pas. Si on pouvait afficher à l'écran le 0004 0335, qui est le numéro 16 sur notre liste. Est-ce que vous voyez un document affiché à l'écran, monsieur le témoin? Oui. Okay. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Ce document reflète l'organigramme de la gendarmerie, mais les écritures ne sont pas de moi. D'accord. Est-ce qu'en bas à gauche, nous voyons la date du 9 octobre avec une signature? C'est exact, c'est ma signature. Okay. Juste pour qu'on comprenne bien, l'organigramme que nous avons là a été préparé comment? Vous savez, le commandant supérieur écrit peu. Il donne des ordres à ses subordonnés. Certainement, j'ai dû demander à un de mes officiers de me reproduire l'organigramme. Très bien. Alors, est-ce que... Bon, nous voyons ici que vous aviez, comme vous avez indiqué tout à l'heure, les légions de la gendarmerie. Et nous voyons aussi les légions départementales. J'aimerais vous demander, à gauche, vous avez, pour première légion mobile, vous avez le nom escadron, avec 4 sous-divisions. Donc, ces chiffres 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, qu'est-ce que ça représente exactement?
Vous savez, la gendarmerie comme la cavalerie, nos unités, on les appelle des escadrons. Donc, 1 veut dire le premier escadron de la première légion. Le numérateur indique l'unité, le dénominateur indique le corps auquel il appartient. Donc 1-1, 2-1, c'est le deuxième escadron de la même légion, et ainsi de suite. Merci. La première légion mobile, qui était à la tête de cette légion en 2010? Ce devait être le commandant Akandri, ensuite Obougado. Akandri est actuellement attaché de défense de Côte d'Ivoire, près de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Obougado est encore en fonction, mais ailleurs. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y en avait deux ou bien qu'il y a eu une passation de pouvoir à un moment donné? Une passation de pouvoir. Ça s'est passé quand? Oh, de la même année. Très bien. Donc, nous voyons ces 4 escadrons de la Légion mobile. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les commandants à la tête de ces 4 escadrons? Ça va vraiment difficile, à moins que vous ayez l'organigramme, que vous le projetiez, s'il vous plaît, pour que je me souvienne des noms. Peut-être qu'en vous posant la question comme ça, c'est un peu difficile, mais pour vous rafraîchir, commençons par Agban. Est-ce que vous vous rappelez du commandant de l'escadron d'Agban en 2010? Son visage me revient, mais le nom m'échappe. Celui de Yopougon? Oui, je me rappelle, ça devait être le capitaine, le commandant Koukouignon. Celui d'Abobo? Ça devait être, toute proportion gardée, le capitaine ou le commandant Obenéré. D'accord. Et celui de Koumassi? Ça devait être... il y a eu beaucoup de changements, hein, mais ça devait être le capitaine Lobognon, je crois, Lobognon. Très bien. Alors, nous voyons qu'aussi à droite de cette structure, vous avez, bon, comme vous avez mentionné, le groupement documentaire et recherche, le cabinet. Quelles sont les 3 unités que nous voyons au-dessous du cabinet? Bon, on voit leur titre, on n'a pas besoin d'aller à travers chacune, mais comment se fait-il qu'elles sont localisées là? Avant que je n'accède à la tête du commandement supérieur de la gendarmerie, il a existé une unité qu'on appelait le GIS, le groupe d'intervention et de sécurité, qui regroupait ces 3 unités que vous voyez en bas du cabinet. Quand je suis arrivé donc, j'ai mis en parenthèse ce groupe-là pour rattacher ces 4 unités-là au cabinet. Très bien. Et le dernier ici s'appelle Groupe d'escadron de la Gendarmerie nationale GEBGN, c'est cela? De quoi s'agit cette unité? Cette unité a été créée dans les années 90. Pourquoi blindée? Parce qu'elle avait des chars légers en son sein. Les autres n'avaient pas de chars, n'avaient que des véhicules légers de transport de troupes. Pardon, confrère. Maître Altit? Merci, Monsieur le Président. Pardon, confrère, de vous avoir interrompu. Nous avons, Monsieur le Président, un problème de transcrit depuis déjà un moment. Je ne voulais pas interrompre mon confrère, mais cela dure depuis un certain temps.
Le transcrit est bloqué, en tout cas le transcrit français est bloqué à la page 19. Et cela remonte déjà à il y a un certain nombre de minutes. Alors peut-être faudrait-il mieux attendre que les transcrits apparaissent avant de continuer. Yes, I ask the. Le président, oui, oui, je vais poser la question à la greffière d'audience qui est déjà en train de gérer le problème. Monsieur le Président, merci. Alors, les transcrits semblent avoir, la transcription semble avoir repris, mais avec un trou, le trou dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout ce qui s'est dit depuis 7-8 minutes à peu près. Président, oui, visiblement, le problème existe. De toute façon, tout cela est consigné et enregistré. Donc, dans la version éditée, cela apparaîtra parce que je ne sais pas vraiment si nous pouvons régler le problème maintenant. Est-ce que cela vous sied, Maître Altit? Parce que de toute façon, nous nous assurerons que le compte-rendu d'audience soit absolument complet une fois que la version éditée sera publiée. Pour le moment, nous ne savons pas exactement où réside l'erreur, d'où vient l'erreur, parce que le technicien qui s'occupe de ce type de problème n'est pas ici, il est ailleurs. C'est que nous puissions disposer de ce qui a été dit en fin de journée, de manière à pouvoir préparer le contre-interrogatoire. Pas plus tard, lorsque les transcrits définitifs auront été rédigés, mais dans les transcrits édités, c'est-à-dire les transcrits qui sont faits au fur et à mesure. Tant que nous l'avons pour préparer le contre-interrogatoire, ça va, c'est bon. La greffière d'audience, je viens d'être informé que la partie qui fait défaut dans le compte-rendu d'audience en français sera insérée dans la version éditée plus tard. Le président, je vous remercie. Monsieur le procureur, monsieur Desmergers, merci, monsieur le président. On s'excuse, monsieur le témoin. Je vous en prie. Vous avez mentionné le mot blindé il y a un instant. Alors, c'est ce qui me posait un petit peu problème parce que je ne la voyais pas sur le croquis. Donc, GEB, vous parlez ici donc d'un groupe d'escadrons de blindés. C'est bien cela? Groupe d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale. Très bien. Ok, alors. Et ça, c'est, juste pour être parfaitement clair, ça, c'est la structure qui était en place en l'an 2010? Affirmatif. D'accord. Est-ce que vous rappelez, grosso modo, quels étaient les effectifs totaux de la gendarmerie, donc avant le début des élections, en octobre 2010? En gros, 17 000 hommes. J'aimerais vous montrer un document qui émerge de la gendarmerie. Si on peut afficher le
44 0057. Ça prend un petit instant. Which number in your list, please? Maître Knops, quel est sur votre liste, cela correspond à quel numéro, Monsieur l'émergent? Excusez-moi, 149. Qui est intitulé Tableau général des effectifs de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous la voyez à l'écran? Affirmatif. Très bien. Alors vous n'êtes pas loin du chiffre, on voit complètement à droite un total général de 15 332. Et vous voyez la date en haut à droite? Affirmatif. 23 novembre. Donc, et juste pour être certain, on voit en bas de la page votre nom, mais il y a aussi une étampe et une signature. Est-ce que vous la reconnaissez? On peut l'agrandir, s'il vous plaît, pour le bénéfice du témoin. Est-ce qu'on peut agrandir la portion de la signature, s'il vous plaît? Alors, reconnaissez-vous cette signature et cette étampe? La signature, c'est celle du commandant en second de la gendarmerie nationale, le général de brigade Afro Yaou, dont le nom figure et apparaît. Très bien. Je vous remercie, monsieur le témoin. Et pour finir sur ces questions de structure, j'aimerais vous demander aussi, vous êtes au courant d'une unité spéciale dénommée le SECOS, n'est-ce pas? Oui. Et est-il exact qu'un certain nombre de gendarmes en faisaient partie aussi? Pas seulement des gendarmes, c'était une unité interarmée. Gendarmerie, police et militaire. Très bien. Maintenant, j'aimerais passer au mode de communication au sein de la gendarmerie nationale. Tout d'abord, peut-être par guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel mode de communication a été utilisé par la gendarmerie? Vous savez, quand on sort des écoles de formation de base, on fait ce qu'on appelle un choix d'armes. Moi, je n'ai pas choisi les transmissions, j'ai choisi la cavalerie. Donc, je ne suis pas un expert dans la communication. Mais en gros, nous communiquions par les postes radio, VHF, HF, poste portatif, téléphone mobile, téléphone ordinaire. Alors là, vous parlez du matériel de communication. Pardon, vous aviez aussi des écrits, j'imagine. Oui, ce sont des messages. Alors, peut-être si vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus. Quel type de messages écrits étaient envoyés au sein de la gendarmerie? Peut-être en commençant par vous, quel type de message est-ce que vous disséminez à l'époque à vos subordonnés? Ce sont des directives du commandement de la gendarmerie. Origine, commandant supérieur, destinataire, telle unité, objet, telle mission. Et puis on redit le texte. D'accord. Et juste avant d'aller un petit peu plus loin, vous avez parlé donc des radios VHF, des téléphones portables, de l'écrit. Est-ce que la communication d'instruction se faisait aussi verbalement? Oui,
quand le commandant supérieur reçoit un officier à son bureau, pour lui donner des directives oralement. Très bien. Alors là, je vous ai posé la question à savoir quel genre de documents est-ce que vous émettiez à vos subordonnés. Donc, dans le sens contraire, quelle était l'importance pour vous de recevoir des rapports, que ce soit écrits ou verbaux, de la part de vos subordonnés? Comme je vous l'ai expliqué, la gendarmerie est éparpillée sur l'ensemble du territoire national. Et nos unités sur le terrain ont pour mission de nous remonter toutes les informations en leur possession, au jour le jour. Et au jour le jour, est-ce que ce genre d'information arrivait à une certaine heure? Est-ce qu'il y avait une heure de tombée? Selon la gravité de l'information, sinon généralement c'est à 18 heures. À la fin de la journée, il faut un récapitulatif. Il y a eu un accident dans tel endroit, il y a eu une inondation par-ci, il y a eu un incendie par-là, etc., etc. Et ces messages sont regroupés au niveau du bureau organisation emploi qui traite l'information, l'envoie au chef de cabinet qui lui l'envoie au commandant supérieur de la gendarmerie pour compte rendu. Et selon la situation, je rends compte au ministre de la Défense. Juste un petit instant, s'il vous plaît. J'aimerais revenir sur un petit point de réponse que vous nous avez donné. Vous avez dit que, selon la situation, vous rendez compte au ministre de la Défense. Alors, quel genre de situation vous requiert de rapporter au ministre de la Défense? Je ne saurais les ressasser, mais imaginez un accident de la circulation, mettant en cause 10, 20 véhicules. Je rends compte à mon chef, qui est le ministre de la Défense. Et vous avez parlé du bureau d'organisation et emploi qui traite de ces documents. Une fois que ces documents sont émis, comment sont-ils traités ou sont-ils maintenus d'une certaine façon? Tous les documents qui parviennent sont classés. Une fois que c'est traité, qu'on a envoyé le document aux différents destinataires, le document est classé au niveau du bureau emploi. Après un certain délai de validité, le document est mis en archive. Nous avons un bureau des archives depuis 1960 qui est au commandement supérieur et on peut y trouver tous les articles, tout ce qui a été traité par la gendarmerie. Très bien. Et juste une petite clarification, vous avez dit que s'il y avait un accident de voiture de 10 ou 20 personnes, vous parlez là d'une situation qui vous requiert de faire rapport au ministre de la Défense. Alors par la suite, le ministre de la Défense, à qui fait-il rapport de ce genre d'informations? Ma mission s'arrête au niveau du ministre. Ce qu'il fait de mes comptes rendus, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des situations où vous avez appris que le ministre de la Défense aurait utilisé une information que vous lui avez remise pour la transmettre selon sa ligne? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Monsieur le Président, je pense que le témoin a répondu clairement à la question.
il a dit clairement ce qu'il en était. Therefore, Le président. Et donc? La répétition, la redondance n'est pas utile. C'est pour ça que j'ai objecté. do you know how many Le président. Vous savez combien de questions redondantes nous avons entendues ici? Okay. Mike. Mr. Prosecutor. My question. Le président, monsieur le procureur. Le procureur, ma question était très différente. Messieurs, madame les juges. Vous avez dit déjà que votre rôle s'arrête à informer le ministre de la Défense. Mais êtes-vous au courant de situation dans laquelle vous transmettez une information au ministre de la Défense et que par la suite, il le rapporte selon sa chaîne de commandement? Comme je l'ai dit, dit-on que la répétition est pédagogique. Moi, ma mission, c'est de rendre compte de tout fait porté à ma position, à mon chef direct, qui est le ministre de la Défense. Mon rôle s'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait de l'information? À qui l'a transmis? Je n'en sais rien. Mr. Monsieur, la question n'était pas... C'est votre réponse qui était répétitive. La question était de savoir si vous savez ou si vous ne savez pas si à certaines occasions, le rapport remontait dans la hiérarchie. Si la réponse est oui, vous dites oui. Si la réponse est non, vous dites non. Parce que vous avez déjà dit quelles étaient vos responsabilités. Mais savez-vous ensuite ce qui se passait si quelque chose se passait? Non, Monsieur le Président. Okay. Thank you. Mr. Prosecutor. Le président. Très bien, merci. Monsieur le procureur. J'attends juste les notes sténographiques, monsieur le témoin. D'accord, donc vous ne savez pas ce qui se passe avec l'information que vous transmettez au ministre de la Défense? Affirmatif. Dans aucun cas. Bon. Très bien. Je passe à un autre sujet, monsieur le témoin. Vous nous avez parlé tout à l'heure du service des archives, lorsqu'on parlait des documents écrits, n'est-ce pas? J'aimerais vous montrer quelques types de documents de la gendarmerie et j'aimerais établir tout d'abord leur base, leur format de base, d'accord? Alors, le premier document que j'aimerais vous montrer, c'est le CIV-OTP 0044 0025, c'est le numéro 132. Très bien. Monsieur le témoin, nous avons ici devant nous un document. Bon, vous le voyez sur votre écran tout d'abord? Oui. Peut-être qu'on peut l'agrandir un petit peu, s'il vous plaît. On commencera par le haut de la page. Donc en haut, vous voyez commandement supérieur de la gendarmerie nationale avec une date, le 23 septembre 2010. Vous voyez bien ça, monsieur le témoin? Oui. Oui, ok. Alors, ici, c'est indiqué que vous l'envoyez au général de division, chef d'état-major particulier du président de la République. Donc, le 23 septembre 2010, de qui s'agit-il? Il s'agit du général de division Touvolibi Zobo, qui était chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République. Alors, vous lui envoyez ce document juste pour
savoir par curiosité où se trouve son bureau. À la présidence de la République. Donc vous parlez là du palais présidentiel ou de la résidence? Du palais présidentiel. D'accord. Si nous allons en bas de la page, s'il vous plaît. Très bien. D'accord. Alors nous voyons votre nom ainsi qu'une signature et une étampe. Est-ce que vous reconnaissez la signature et l'étampe? Affirmatif. D'accord. Et en bas à gauche, vous voyez ampliation, directeur de cabinet adjoint du président de la République et monsieur le ministère de la Défense. Qu'est-ce que ça veut dire ampliation? Ça veut dire que vous avez dressé un document, vous l'envoyez à deux autorités pour qu'elles en prennent connaissance. Donc, ampliation. Si on doit l'exécuter, on met pour exécution. D'accord. Alors, le format de ce document, est-ce qu'il est typique, disons, des documents de la gendarmerie? Ou bien des documents qui émanaient du commandant supérieur? Non, ce n'est pas typique. J'ai reçu une demande et j'ai formulé une réponse à cette demande. Mais le format, d'après vous, que vous voyez le document devant vous, est-ce qu'il est en règle? On peut rabaisser que je vois le titre, s'il vous plaît. Oui. Si on peut aller au haut de la page. Oui, c'est réglementaire au niveau de la correspondance militaire. D'accord. Vous avez parlé de message tout à l'heure. J'aimerais vous montrer un document qui a le titre message. Si on pourrait afficher le 0044 0097, numéro 158 sur la liste. Très bien. Alors, on voit ici un document avec le mot message au haut de la page. Vous voyez l'origine, commandant supérieur gendarmerie et les destinataires. Ensuite, on voit pour info mini-def. J'imagine que c'est le ministère de la Défense, c'est exact? Affirmatif. SEMA. Bon, on le sait déjà, chef d'état-major de l'armée, n'est-ce pas? CEMP-PR. Pouvez-vous clarifier c'est quoi? Chef d'état-major particulier du président de la République. Donc le général Touvouli que vous avez mentionné il y a un instant. Pardon. Ah, I'm sorry. Je vais trop vite. D'accord. Alors, en dessous, vous voyez le numéro du document, ainsi qu'une date. Donc, est-ce que c'est la façon normale d'indiquer un numéro et une date, manuscrite avec une étampe? Est-ce que ça vous semble régulier, monsieur le témoin? C'est cela la règle en gendarmerie, chez nous. Je sais que mes questions sont de base pour l'instant, mais on fait juste établir le format. Et ATCR, juste en dessous, à côté de info, mini-def, etc., il y a le mot ATCR. C'est quoi cette abréviation? Comme c'est mon supérieur hiérarchique, je lui rends compte. Donc, à titre de compte rendu. Très bien. Nous n'allons pas rentrer vraiment dans le fond du document pour l'instant. Par contre, dans le premier paragraphe en dessous de objet, il y a une mention d'une salle d'honneur générale de division Oumar Nda. Pouvez-vous nous dire où se trouve et quelle est cette salle?
C'est une salle de réunion que j'ai fait construire à l'intérieur du commandement supérieur pour y tenir mes réunions avec mes collaborateurs. Et la salle, je l'ai baptisée Général Oumandao. Très bien. Et si on va au bas de la page, s'il vous plaît. Oui, je m'excuse, je vois que le paragraphe n'était pas affiché à l'écran. Si on peut descendre, voilà, voilà. Et là, nous voyons stop et fin avec une signature et une étampe. Vous reconnaissez la signature, monsieur le témoin? Affirmatif. Alors, lorsque vous parliez de message tout à l'heure, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire à propos de ce document? Est-ce que c'est un document typique de la gendarmerie? Affirmatif. Merci. J'aimerais passer à un second document de cette catégorie qui est le 0043 0220, numéro 57 sur notre liste. C'est le 0220, 0220, les 4 derniers chiffres. Merci. Monsieur le témoin, nous avons un autre document intitulé « Message ». Alors, sans passer par tous les détails, nous voyons quand même l'origine, encore une fois, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. Nous voyons les destinataires. Nous voyons un numéro et un objet. Si on va au bas de la page, très bien, on voit une étampe et une signature. Bon, c'est un peu coupé de par la photographie. Mais si on remonte en haut, s'il vous plaît, complètement en haut, oui, on voit une lettre et bon, une petite note manuscrite. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Je ne vois pas clairement. Je veux dire, juste à côté du mot message, à gauche du mot message, il y a une lettre et une petite coche. C'est peut-être le produit que j'ai vu. D'accord. Est-ce qu'il vous arrivait de le faire comme ça, de mettre une coche et de mettre une lettre V comme ça? Produit que j'ai vu. Très bien. Nous avons aussi plusieurs documents, monsieur le témoin, dont l'objet est séance de travail. Pas celle-ci, mais on en verra d'autres. Juste le terme séance de travail. En termes concrets, à quoi ça se réfère? Je convoque tous les commandants d'unité au cabinet pour qu'on échange ou leur donne des directives pour accomplir leur mission, quelle qu'elle soit. C'est ce que j'appelle séance de travail. Merci. Alors, si nous pouvions afficher un exemple, le 0043 0432, numéro 103 sur notre liste.
Merci. Si on peut agrandir un petit peu au haut de la page. D'accord, c'est bon, merci. Alors cette fois-ci, on voit origine CSG. L'abréviation fait référence à qui? CSG, Commandement supérieur de la gendarmerie. Nous voyons les destinataires. Encore une fois, nous voyons qui est copié pour info. On voit un numéro et vous voyez l'objet, séance de travail. Au haut de la page, est-ce que vous voyez une note manuscrite, un chiffre et la lettre A? Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence? Non, je n'ai jamais mis ces gens de lettres sous les messages. D'accord. Donc ce n'est pas le type de note que vous, personnellement, mettez sur ce genre de document? Non. Si on va complètement au bas de la page, s'il vous plaît. Nous voyons d'autres notes en bas de la page, avec quelques codes ou des noms. Une note QSL avec quelques chiffres. Est-ce que ces notes manuscrites, est-ce que vous êtes familier avec cela? D'abord, il n'y a pas ma signature et je n'écris pas de notes sur les messages. Il voit qu'il est rédigé, je signe, si c'est moi qui dois le signer, et il est parti. Et il passe à la radio. Peut-être à la radio qu'ils ont dû mettre ce signe-là. D'accord, donc vous dites que le mode de transmission, ce serait peut-être par la radio? C'est possible. Est-ce que vous savez ce que QSL, ça veut dire? Vous avez une idée? Vous avez quelques mots et à côté, quelques noms complètement à gauche et à côté, vous avez QSL. Est-ce que vous avez idée à quoi ça fait référence? Je ne m'en souviens plus. D'accord. Et lorsqu'on a vu tout à l'heure en haut une note avec la grande lettre A, si je vous suggère, est-ce que c'est possible que ce soit pour archive peut-être? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Excusez-moi d'interrompre mon confrère, mais le document n'émane pas de lui. Il a bien dit ça. Le président. Il a dit qu'il ne savait pas ce que cela signifiait. S'il ne le sait pas, il ne sait pas. Et le reste, c'est spéculatif. Le procureur, je voulais simplement lui rafraîchir la mémoire. Le président, il n'a pas dit « je ne me souviens pas », il a dit « je ne sais pas ». Très bien. Et monsieur le témoin, lorsque vous nous dites que c'est possible que le message soit passé par la radio, donc la demande pour une séance de travail, elle est dictée par qui? Je reprends clairement. Le message est rédigé par un de mes bureaux qu'on adresse aux unités. Je n'y porte jamais de mention, sauf la signature. Donc j'ai dit, comme le message passe par la radio, peut-être qu'ils ont un système de notation de messages qu'on les dépose avant de les faire partir. Voilà. Très bien. Une autre catégorie de documents que nous avons trouvé a le titre « Message radio » au haut de la page. Est-ce que vous êtes familier avec ce titre? Ça veut dire que le message doit être transmis par radio, par la radio de la gendarmerie. Donc tout simplement. J'aimerais, avant de vous demander de faire des commentaires, je vais vous montrer 2-3 exemples et je vous demanderai de faire un commentaire par la suite. Donc le premier document, c'est le 0043 0213, numéro 54 sur la liste. Merci. Alors, si encore une fois, on agrandit la partie supérieure du document,
Donc vous voyez au haut de la page, monsieur le témoin, le titre message radio. Par la suite, est-ce que vous voyez l'origine? CDT, c'est commandant, j'imagine? Affirmatif. D'accord. Nous voyons tous les destinataires, tous ceux qui sont pour info, le numéro, etc. Séance de travail à nouveau. Si on va complètement au bas de la page, on va à nouveau stop et fin QSL, quelques codes avec la petite lettre V et la coche. Donc, tout d'abord, ce genre de document, comment est-ce qu'il est transmis? Le document est transmis par radio aux différents destinataires. Et juste pour être clair, lorsque vous dites par radio, est-ce que c'est verbalement ou bien c'est un autre mode de transmission électronique? C'est comment exactement? Nous avons des stations radio qui sont des installations techniques. Et le message, comme nous sommes là, il est lu et il est communiqué. Et les unités qui le reçoivent le rédigent aussi tel qu'ils le reçoivent. Voilà. Merci pour la clarification. Si on peut remonter au haut de la page. Complètement en haut. Et si on peut agrandir la note manuscrite en haut à droite. D'accord. Alors vous voyez une note manuscrite et on voit les lettres E, G, A. Est-ce que vous savez à quoi ça peut faire référence? D'abord, je voudrais dire que je ne fais pas de mention sur le message. EGA peut vouloir dire École de gendarmerie d'Abidjan. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça. D'accord. Le prochain exemple que j'aimerais vous montrer, c'est le 0043 0214, qui est le numéro 55 sur notre liste. Merci. Alors vous voyez encore le format, vous avez message radio en haut de la page. Donc on voit les mêmes origines, destinataire, info, numéro, etc. D'accord. Et sur celle-ci, on ne voit pas de notes. Donc comme le document précédent, monsieur le témoin, il n'y a pas d'étampe et de signature. D'accord. J'aimerais vous montrer un dernier document, le 0043 0217. Numéro 56 sur notre liste. Excusez-moi. Maître Altit? Oui, Monsieur le Président, j'ai juste une question à destination de mon confrère. J'ai peut-être mal suivi, mais je n'ai pas entendu de questions relatives aux documents qui avaient été présentés aux témoins. Alors, si je me suis trompé, pardon. S'il y en avait eu une, pardon. Mais s'il n'y en avait pas, peut-être faudrait-il poser une question aux témoins sur ce document, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de l'exercice. Le document 55 ? 55. Yes, Mr. President, I'm about to ask a question. Le procureur. Oui, Monsieur le Président, je vais lui poser une question après lui avoir montré le troisième document. Je poserai des questions sur les trois documents. Maître Knopf, juste un commentaire. Le procureur a-t-il l'intention de demander aux témoins si un tel format existait à l'époque ou bien a-t-il l'intention de demander aux témoins d'authentifier ce document? C'est très différent parce que l'authentification est très différente d'une question concernant le format et l'existence de ce format à l'époque, en utilisant ces documents à titre d'exemple. Et puisque le procureur, et si le procureur demande aux témoins de confirmer que ce document spécifique qui n'est pas signé est authentique, le président
Non, si j'ai bien compris, la question porte sur le format. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai compris jusqu'à présent. En tout état de cause, l'authentification me poserait problème. Monsieur le procureur, vous poserez vos questions après la pause. Vous terminez maintenant et ensuite vous poserez vos questions après la pause. Le procureur, j'en termine avec ces 3 documents. Le président, oui, très bien, mais les questions concernant ces documents, vous les poserez après la pause. Alors, si on peut agrandir un petit peu le document. À nouveau, c'est un message radio, vous le voyez devant vous. Cette fois-ci, l'origine, c'est commandant GDR. Donc, c'est le groupement de documentation et recherche que vous avez mentionné tout à l'heure, n'est-ce pas? Si. D'accord. Alors, on voit destinataire, toute section et cellule. On voit info, numéro et date, ainsi que l'objet. Donc, je ne rentrerai pas dans le fond. Et comme Monsieur le Président vient de le dire, je vous poserai la question après la pause. Le Président, merci beaucoup. Nous allons donc faire la pause d'une demi-heure, puis nous reprendrons, d'accord? Merci. L'audience est levée.